Allez, on part en pleine guerre froide pour décortiquer l'une des opérations d'espionnage les plus dingues jamais imaginées. C'est une histoire qui mélange de l'ingénierie de pointe, une tromperie à une échelle monumentale et bien sûr des enjeux géopolitiques énormes. La question est simple, mais la réponse est folle. En 1968, la CIA se retrouve face à ce défi, un truc tout droit sorti d'un film d'espionnage. Comment on fait pour piquer un sous-marin nucléaire soviétique, littéralement sous le nez de l'ennemi? Alors, tout commence en plein milieu de l'océan Pacifique. Faut se remettre dans le contexte, c'est un terrain de jeu crucial pendant les pires tensions de la guerre froide. On est en mars 1968, le K-129, un sous-marin nucléaire soviétique, s'évapore dans la nature, disparu. Les soviétiques le cherchent partout pendant 2 mois, sans succès. Mais du côté américain, le fameux système de surveillance acoustique SOSUS, lui, il a bien entendu quelque chose, une implosion. Et quelques mois plus tard, en août, bingo. Le sous-marin espion USS Halibut trouve l'épave. Un véritable jackpot technologique qui n'attend que d'être récupéré. Et quand on dit au fond de l'océan, on ne plaisante pas. L'épave du K-129 gît à 5000 mètres de profondeur. C'est tout simplement inimaginable pour l'époque. Aucune opération de récupération standard ne pouvait espérer atteindre une telle profondeur. Les soviétiques, eux, pensent que leur sous-marin est perdu pour de bon. C'était mal connaître la CIA. Le président Nixon en personne donne le feu vert pour une mission secrète, mais d'une ambition complètement folle. L'objectif ? Récupérer les codes nucléaires, les torpilles, bref, toute la technologie de pointe soviétique. Et le plan, il est à la hauteur de l'ambition. Ça ressemble à de la science-fiction. L'idée, c'est de construire une pince géante pour aller littéralement pêcher le sous-marin. C'est un peu comme ces machines à pince dans les fêtes foraines, mais à une échelle cosmique. Ça paraît absurde, hein ? Sauf que c'était leur seule et unique option. Bon, avoir un plan fou, c'est une chose. Le mettre en œuvre sans se faire griller en est une autre. Comment faire ça sans que les soviétiques ne se doutent de rien ? La clé, c'était de monter une couverture en béton. Une mascarade tellement énorme, tellement publique, que personne n'irait y voir de plus près. Et pour un coup pareil, il fallait un nom. Et pas n'importe lequel. Howard Hughes, le milliardaire excentrique et reclus. C'était le complice parfait. Officiellement, sa société se lançait dans un projet pionnier d'exploitation minière en haute mer. C'était la couverture rêvée pour justifier la construction d'un navire, disons, un peu spécial. Forcément, un tel projet, ça a un coût. 350 millions de dollars à l'époque. Pour se donner une idée, ça représente plus d'1,5 milliard de dollars aujourd'hui. Une somme absolument colossale. Et le voilà, le fameux navire, le Glomar Explorer, la pièce maîtresse. De l'extérieur, un simple navire d'exploration minière. Mais à l'intérieur, il cachait un secret, le Moonpool, un immense puits central qui permettrait de remonter le sous-marin entier à l'intérieur de la coque, loin des regards indiscrets. Et pendant que ce monstre était assemblé, à la vue de tous, Lockheed, en grand secret, fabriquait la pince titanesque. L'ingénierie derrière tout ça est juste ahurissante. Il faut s'imaginer la scène. Pour que la pince atteigne l'épave, il fallait assembler un conduit de 5 km de long, en pleine mer. Comment ? En vissant, une par une, des sections de tuyaux de 9 mètres. Et ça, 600 fois de suite. C'est un exploit de précision absolument incroyable. On est maintenant à l'été 1974. 6 ans, 6 longues années après le naufrage du K-129. Le Glomar Explorer arrive enfin sur zone. L'opération peut commencer. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Au moment le plus crucial, le pire scénario se réalise. Un navire espion soviétique, le Chasma, pointe le bout de son nez à l'horizon. La tension à bord a dû être insoutenable. Un hélicoptère soviétique vient même tourner au-dessus du Glomar, prenant des photos qui pourraient faire capoter toute l'opération. Les soviétiques entrent en contact radio. Ils prétendent avoir entendu la corne de brume. Un mensonge, bien sûr. Ils étaient beaucoup trop loin pour ça. C'était un test. L'équipage de la CIA ne se démonte pas. Ils s'en tiennent à leur histoire. Après un échange tendu, plein de non-dits, le navire soviétique, contre toute attente, s'en va. Il fait demi-tour. La couverture a marché. C'est un soulagement immense. L'opération peut enfin continuer. Le champ est libre. La pince géante commence alors sa descente vertigineuse dans les ténèbres des abysses. Ça va durer 1 semaine. 1 semaine entière. Et puis, après un calibrage d'une précision chirurgicale, ces gigantesques bras d'acier se referment, enfin, sur les 2700 tonnes de la carcasse du K-129. C'est le moment de vérité.
Mètre par mètre, la précieuse cargaison est remontée de sa tombe liquide. Tout semble se dérouler à la perfection. Et puis, au plus profond de l'océan, à l'abri de tous les regards, c'est le drame. Quelque chose de terrible vient de se produire. C'est la catastrophe. La pince n'a pas tenu. Sous la pression immense, plusieurs de ses bras se brisent. Le sous-marin, fragilisé, se casse en deux. La plus grande partie de l'épave et avec elle la quasi-totalité des secrets tant convoités replongent dans les abysses. Des années de travail, des millions de dollars, tout ça perdu en un seul instant. La CIA n'abandonne pas pour autant. Une seconde mission est même planifiée pour aller chercher ce qu'il reste. Mais c'était trop tard, le secret était déjà en train de fuiter. Parce que l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Après un cambriolage dans les bureaux de Howard Hughes, des documents ultra secrets se retrouvent dans la nature. Et en février 1975, c'est la bombe. Le Los Angeles Times publie toute l'affaire. Le gouvernement américain est piégé, obligé de réagir. Complètement acculé, le gouvernement doit trouver une sortie de crise. Comment réagir sans avouer publiquement une opération d'espionnage d'une telle ampleur, mais sans non plus mentir effrontément? La réponse qu'ils vont formuler est un petit bijou de communication de crise, et elle va faire date. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer. Voilà la phrase magique. Née de cette mission, la réponse Glomar est devenue un classique. C'est la phrase que les officiels utilisent encore aujourd'hui partout dans le monde pour esquiver une question gênante sans techniquement mentir. Alors, au final, qu'est-ce qu'ils ont vraiment remonté? On sait une chose avec certitude. Les corps de 6 marins soviétiques ont été retrouvés. Ils ont d'ailleurs été inhumés en mer avec les honneurs militaires, un geste assez incroyable dans ce contexte. Mais pour le reste, quels autres secrets la CIA a-t-elle réussi à arracher aux profondeurs? Le mystère reste entier. Ce qui est sûr, c'est que le projet azorien est et restera l'un des chapitres les plus dingues et les plus fascinants de toute la guerre froide. Ça montre jusqu'où les grandes puissances étaient prêtes à aller dans leur combat pour la suprématie.